Karim Keïta va-t-il faire face à la justice de son pays? L'ancien député malien et fils aîné de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta fait l'objet depuis ce début de semaine d'un mandat d'arrêt international. Ce, dans le cadre d'une enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré. En 2016, après le coup d'État qu'a subi son père en août 2020, Karim Keïta avait trouvé refuge à Abidjan. Peut-on espérer l'extradition de Karim Keïta dans cette affaire? Quels sont les préalables à l'exécution du dit mandat d'arrêt international émis par Interpol? Y a-t-il des liens politiques à faire dans cette affaire? Le fils de l'ancien chef de l'État, député au moment du coup d'État qui a emporté le régime de son père, ne nourrit-il pas des ambitions politiques? Encore, peut-on espérer à ce stade une collaboration franche de la Côte d'Ivoire dans ce dossier? Mali, mandat d'arrêt international contre Karim Keïta, possibilité de voir l'ancien député face à la justice de son pays. C'est le thème de l'émission du jour. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour en parler, d'abord, Dieudonné Lokossou. Bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes également panafricaniste, écrivain, expert en communication en politique. Un plaisir de vous avoir, monsieur Lamine Cissé. Ma première question est pour vous. Karim Keïta, qui donc est cité dans une affaire, on va le dire, c'est un peu surprenant. Oui, je crois que c'est une vieille affaire. Hein. L'affaire existait. Maintenant, c'est le timing, quoi. Le timing peut-être qui peut un peu gêner. Mais je crois que la justice doit être là pour tout le monde. Et que c'est une question d'extradition. Le contexte dans lequel le Mali se trouve, est-ce que c'est ça qu'on va analyser pour voir quelles sont les vraies implications, d'autant plus que il y a trop de crimes au Mali, hein. Il y a beaucoup de crimes. Est-ce que ça ne va pas être qualifié de poursuite à la sorcière, ou etc. etc. Mais je crois que si on ne se reproche pas aussi de quoi que ce soit, on n'a pas peur d'être devant la justice. Je pense pour l'instant. Alors, Dieudonné Lokossou, est-ce qu'il faut déjà, on va dire, se réjouir de ce que un fils du Mali, qui a occupé de hautes fonctions, je rappelle qu'il était député encore en 2020, il y a quelques mois donc, président de la commission défense à l'Assemblée nationale, fils donc de l'ancien chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire, mais il y a un mandat d'arrêt international, donc d'Interpol, notice rouge, qui court contre lui. Ouais, je crois que le fait qu'il soit le premier fils de l'ancien président déposé par les militaires ne doit pas lui conférer le titre de surhomme ou quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Alors, si quelqu'un a disparu depuis 2016 et son nom est cité, d'abord, il est présumé innocent. Tout à fait. La présomption d'innocence. Alors, donc, s'il n'a rien à se reprocher, si sa conscience ne lui reproche rien, il doit librement se présenter devant les autorités judiciaires. De toutes les façons, il n'est pas en mission en Côte d'Ivoire. Il est investi député et il a déserté les lieux. Donc, pour moi, il ne peut pas être en Côte d'Ivoire et dire qu'il n'est pas un diplomate et représenter le Mali là-bas. Donc, moi, je crois que s'il est cité dans une affaire, il n'y a aucune excuse pour qu'il ne puisse pas se présenter d'abord de lui-même librement. Ensuite, la Côte d'Ivoire, que nous connaissons et qui protège les malfaiteurs, ne doit pas quand même obliger ce monsieur, Karim Keïta, à se soustraire de la justice de son pays. Donc moi je crois que
il faut que nous respections le droit dans l'espace de la CEDEAO. Alors, on va le dire, on lui reproche, on va l'expliquer peut-être un peu plus, d'être auteur, c'est une accusation, il n'est pas encore reconnu coupable, d'enlèvement d'un journaliste qui aurait été donc séquestré, passé à tabac et visiblement tué, porté disparu. L'affaire remonte à 2016. Le directeur de publication du quotidien s'est prononcé dans cette affaire-là aussi. Ils estiment que l'implication directe donc de Karim Keïta dans cet enlèvement et dans ce crime-là est claire et qu'il faut qu'il accepte de venir, pourquoi pas laver son honneur et si il est reconnu coupable, être jugé dans cette affaire-là. Oui, je crois que Karim Keïta ne peut pas bénéficier de circonstances atténuantes parce que pas seulement son nom, mais ses actions antérieures par rapport à la gouvernance, ses actions antérieures par rapport même à l'extravagance que nous avons vue sur les yachts de plaisance ailleurs, n'est-ce pas, pour fêter l'anniversaire. Donc, son image dans la conscience collective n'est pas du tout bonne. Son image est ternie. D'ailleurs, il y a d'aucuns qui disent qu'il a été un des auteurs qui a précipité la chute du papa. Parce que ça a créé suffisamment de motivation dans la révolution populaire. Donc, moi, je pense que il y a d'ailleurs d'autres chefs d'accusation contre lui. Il y a d'autres chefs d'accusation contre lui par rapport, qui ne sont pas encore soulevés par rapport à la gouvernance des fonds, puisque au niveau du Parlement, il était chargé, n'est-ce pas, de la défense. Tout à fait. Donc, il y a des contrats. Président de la commission défense au Parlement. On pense qu'il a été mêlé de loin et de près, n'est-ce pas, à certaines malversations. Mais si il s'agit d'un crime, ôter la vie de quelqu'un, la famille est là également, je crois que on dirait quelquefois il n'y a pas de temps pour la justice. La justice, elle fonctionne, même si le gouvernement est en train de se chercher, mais la justice est là pour les populations et rend les justices au nom des populations. Maintenant, les appréciations pourraient être diverses, parce que il devait être sous un mandat. Il y a entre la CEDEAO et dans la communauté, il y a des coopérations judiciaires qu'on ne peut pas violer. Mais d'autres diront, est-ce que c'est le timing, d'autant plus qu'on est en train de chercher à installer un nouveau gouvernement. Est-ce qu'à l'extra-date, c'est pas pour permettre, n'est-ce pas, à l'équipe d'un règlement de compte, est-ce que la justice sera impartiale? Voilà ces questionnements qui foisonnent depuis, je vois ça dans les réseaux sociaux, je vois ça, d'autres camarades qui me disent, bon, est-ce que c'est le moment? Maintenant, je crois que entre le gouvernement, entre la Côte d'Ivoire et n'est-ce pas, les autorités judiciaires, il y aura quelque chose qui va se faire. D'autant plus que, quelle que soit la situation, il faut aller à la justice. Il faut aller, parce qu'il y a beaucoup de justiciables. Maintenant, ça peut être peut-être une leçon. Mais comme il l'a dit, le doyen Dieudonné, il a très bien dit que nul n'est au-dessus de la loi. De la loi, exactement. Alors, Dieudonné Lokossou, on sait qu'il y a une notice rouge donc qui est émise par Interpol, l'organisme international de coopération policière basé en France, à la demande donc d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako. Selon vous, est-ce qu'il y a eu une collaboration franche entre la justice française dans le cadre d'espèces et la justice malienne qui donc a favorisé, on va dire, l'érection de cette notice rouge-là d'Interpol? Bon, moi je crois que l'Interpol est une institution un peu indépendante des pouvoirs publics. Alors, si notre bonhomme ne se reproche rien, il a dit qu'il doit se présenter. Ensuite,
Et lui-même, dit Karim là, il avait déjà porté plainte contre le journal dont vous avez fait... Le Phénix. Oui, ou bien c'est un hebdo. Il a porté plainte pour diffamation et la justice, il a été récusé. Bon, à partir de ce moment, il ne bénéficie d'aucune immunité, même s'il est ministre. Mais on a condamné le chef de l'État français la dernière fois, non? Donc, comme je l'ai dit, je le répète avec force, il n'est nullement au-dessus de la loi. La justice n'est pas faite seulement pour les gens faibles. Hein? Il faut de temps en temps mettre de l'ordre dans la société. On ne peut pas faire disparaître un citoyen et puis, bon, mais si aujourd'hui les militaires sont revenus à la charge, ou même si c'est sous un régime militaire, mais il doit avoir matière à réflexion. Donc on ne peut pas dire le temps, non. Mais il y a toujours des gens qu'on condamne actuellement au Mali, non? Donc le fait de mettre des choses sur Internet, Facebook pour dire le temps, non, on ne peut pas miser sur le temps. L'État a une continuité. Donc la justice, le fait qu'il y ait un nouveau régime issu d'un coup d'État militaire ne signifie pas que la justice est fermée. Donc moi je crois que il doit faire face avec courage à cette justice-là pour laver son honneur. Parce que, quels sont... Il a évoqué les frasques qu'on a vues à travers les machins, et puis bon, des lieux de plaisance, on a dépensé. Il gagne combien comme député? Alors, donc, quelque part, il y a d'autres charges qui pèsent sur lui. Donc, il n'a qu'à d'abord aller devant la justice pour apporter les preuves de son innocence, et là, il sera quitte. Mais ne pas le faire et narguer, c'est comme il nargue la justice de son pays. Parce que, comme je l'ai dit, il est élu au Mali, et non en Côte d'Ivoire. Voilà qui est clair. Alors, Karim Keïta a trouvé refuge, on le sait, à Abidjan après le coup d'État militaire qui a donc renversé son père en août 2020. Le parallèle est très vite fait. Est-ce que quelque part aujourd'hui, on n'a pas envie aussi de liquider un homme politique? Parce que, quoi qu'on dise, Karim Keïta, c'est un homme politique, ancien député donc. Oui, vous savez, un homme politique qui était sous le manteau du papa, qui est couvert parce que c'est trop facile d'être cet homme politique-là. Mon papa est président, je suis député, c'est trop facile. Je crois que les hommes politiques, nous les avons vus. Par ailleurs, d'autres qui vont... Lui, par exemple, c'est le doyen qui est là. Lui, quand tu dis c'est un vrai syndicaliste, parce que c'est des gens qui ont commencé à la base. Ils sont montés jusqu'au sommet. Et au moment où le pays, c'est ce qu'on appelle la période de braise, qui se sont confrontés à des situations difficiles, qui se sont battus, on pouvait les mettre en prison et les tuer. Tu sais, je préfère dire que Karim Keïta est un homme politicien. Parce qu'un acteur politique, c'est la base d'abord, c'est le militantisme. Tu te formes, tu te bats, sans mentor, quoi. Mais tu t'engages idéologiquement parce que tu veux que ton pays aille dans cette direction, tu veux libérer. Mais je ne pense pas que Karim soit un homme politique. Karim a été un homme politicien par la faveur de la position de son papa. Et en général, c'est comme ça. Donc c'est pourquoi ce sont ces gens pareils qui se lancent dans l'opulence, qui pensent qu'ils sont permis de tout faire. Parce qu'un homme politique bien formé a peur même de la population, a peur de faire mal à un citoyen, a peur de... Parce qu'il s'abandonne pour l'autre. C'est ça, l'homme politique. C'est ça, l'acteur politique, en réalité. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un problème de règlement de compte. Sinon, il y a d'autres chefs d'accusation
qui sont liés aux crimes économiques au Mali, sous le régime, qui n'ont pas été brandis pour le moment. Mais peut-être que c'est une famille qui s'est sentie lésée, qui a voulu régler. Parce que Touré, Birama Touré, il a une famille. Tout à fait. Et il a des relations. Donc c'est tout à fait normal que son cas soit élucidé. C'est pourquoi moi, je ne pense pas que ce soit la chasse à la sorcière. À la sorcière. Je ne pense pas. Je pense que c'est un dossier tout à fait naturel dont les victimes ont voulu que ça soit vraiment élucidé. Voilà. C'est vrai que le journaliste investigateur d'investigation Birama Touré, qui travaillait donc pour l'hebdomadaire de Bamako, le Sphinx, n'a plus été vu depuis le 29 janvier 2016, selon sa famille. Et donc le directeur de publication de ce journal-là s'est exprimé. Ils disent craindre qu'il a été enlevé, torturé et tué après plusieurs mois de détention. Comment est-ce possible qu'on conçoive ce type de méfait-là dans une république au XXIe siècle? Oui, mais vous avez suivi, vous êtes un historien des faits au quotidien, en tant que journaliste. Vous avez suivi le cheminement de son papa. Il était... Ibeka était le patron, c'est lui qui dirigeait le pays, il avait les coups des franches, donc il pouvait protéger des crimes de sang. Alors, donc, ça, on ne peut pas voir un citoyen disparaître, même s'il est un fou. C'est parce que son papa est parti maintenant que les gens, et comme l'a dit mon vis-à-vis, M. Birama Touré a une famille. Donc, la peur, c'est pourquoi les régimes en place qui étouffent les libertés, qui bâillonnent le peuple ou les peuples, doivent toujours faire attention. Parce que il y a une vie après le pouvoir. Donc, aujourd'hui, il estime qu'il est victime d'une brimade ou supposé règlement de compte politique. Non. Hier, il était dans son ascension, la plénitude de son ascension, et on ne peut pas le soupçonner. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais pourquoi on n'est pas allé chercher un autre quidam? Mais si c'est lui, qu'il apporte les preuves, des éléments de preuves contraires. Donc, il ne doit pas se réfugier en Côte d'Ivoire, qui n'est pas un terrain de receleurs. Alors, donc, moi, je pense que la question de justice, c'est une question sérieuse et on ne peut pas, à l'étape actuelle, dire que prouver l'innocence de ce monsieur dans cette disparition mystérieuse. Alors, si le pouvoir n'avait pas changé, bon, ça allait être noyé. Donc, quelque chose aussi, malheur est bon. Donc, Goïta, je crois qu'il a commencé par porter les vrais galons de chef et la France est revenue sur une décision que j'ai estimée arbitraire, ne plus coopérer avec. Bon, dès que les Russes ont donné un hélicoptère, bon, je crois qu'il a dû réviser sa position. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on doit pouvoir éclairer le peuple sur cette disparition. Surtout que c'est votre confrère, il faut vraiment que les investigations se poursuivent jusqu'à l'aboutissement d'un coupable. Tout à fait. Alors, le directeur du Sphinx, craignant pour sa vie, est déjà réfugié en France. On a l'impression que sous le régime Ibeka, donc son second mandat, il y avait, comme qui dirait, des difficultés ou des frictions avec la presse. Notamment, il y a eu plusieurs affaires. On ne va pas forcément les rappeler ici, mais il y a donc, on va le dire, des procès entre des hommes politiques qui attaquent donc des journalistes en diffamation dans le cas d'espèces, même si l'affaire n'a pas porté. Le directeur du journal qui est réfugié en France, l'investigateur qui a donc disparu depuis 2016. Qu'est-ce qui, visiblement, n'a pas marché entre la famille Keïta et
et certains hommes de médias au Mali. Oui, vous savez, la terreur est le pouvoir de l'argent. Vous savez, la terreur, dans des... C'est pourquoi nos démocraties, là, ce sont des démocraties de façade. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on prend en haute démocratie, par ailleurs, on emprisonne la presse. Parce qu'un dictateur élu à l'issue de la démocratie demeure toujours un dictateur. Mais c'est-à-dire que le mode operandi, c'est de bâillonner la presse, faire taire tout le monde, acheter tout le monde, ceux qui ne sont pas d'accord, on les fait taire. Nous avons vu par ailleurs, ici par exemple, Soleil FM est fermé. Moi j'y intervenais, c'est des instruments indicateurs. Donc, par ailleurs, c'est comme ça. Au Sénégal, partout, les gens font tout pour bâillonner la presse parce que la puissance de la presse a un impact direct sur le comportement. Parce que vous êtes des éveilleurs de conscience, hein, et vous êtes des acteurs de développement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La presse est indispensable pour sauver les gens même. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les réseaux sociaux ont fait que beaucoup. Quand tu éternues ici, tout le monde est au courant. Si on touche Johannes là, c'est moi-même qui sera le premier à dire attention, hein. Johannes, ça va faire le tour du monde. Donc la presse garantit la sécurité même des citoyens. C'est extrêmement important. Donc, un dictateur, pour qu'il puisse faire de sales besoins, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'éliminer ceux qui sont des engagés. C'est-à-dire que ceux qui sont des révolutionnaires de la presse. Les révolutionnaires de la presse, c'est ceux qui sont aux côtés des populations. C'est la raison pour laquelle moi je dis que... Et puis vous savez, sur le plan social et culturel, il y a quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Les noms sont symboliques. Hein. Vous avez vu un Touré, un Keïta. Entre un Touré, un Keïta et un Cissé, les deux là, ce sont mes cousins à plaisanterie. C'est-à-dire que sur le plan traditionnel, personne ne doit faire mal à l'autre. Donc ces deux cousins à plaisanterie, hein, Touré et Keïta, c'est des gens qui sont considérés depuis les chats du Manding en 1232. C'est des gens qui doivent, les gens ont prié là-dessus pour celui qui... C'est pourquoi ils sont tombés, hein, parce que lui, il a touché à un Touré. À un Touré, c'est plein. Donc, c'est des frères, c'est des cousins à plaisanterie. Ils ne devaient pas se faire mal. Donc, Karim Keïta a le droit de venir éclairer cette situation-là. Parce que son impact social, sur le plan socio-culturel, son impact est incommensurable dans la conscience collective malienne. Hein. Parce que Mali, c'est le manding. C'est l'ancrage culturel. Ils vivent ça et ils pratiquent cela. C'est extrêmement important. C'est pourquoi moi-même, je suis, quelle que soit la situation, je ne peux pas couvrir un Keïta qui n'a pas raison. Mais un Keïta est un frère, est un cousin à plaisanter. Mais je ne peux pas le couvrir parce que ce Keïta-là a déshonoré, parce qu'ils sont comme ça, a déshonoré, n'est-ce pas, la lignée Keïta, d'autant plus qu'ils sont descendants de Soundiata Keïta directement. Il devait avoir un comportement qui soit vraiment à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Donc, la presse, il faut bâillonner pour que... Mais on ne peut pas bâillonner aujourd'hui dans ce monde aujourd'hui-là. Vous bâillonnez, ça va sortir un jour. Alors c'est cela, c'est un effet de boomerang, comme l'a dit... tu sais, le doigt est un symbole palpable. Hein? Il est sur le plateau aujourd'hui, librement il parle. Ok? Si antérieurement il était coupable ou victime ou bien de quelque chose, aujourd'hui il n'allait pas sortir. Il est bon de gouverner. Et de gouverner dans l'intérêt du peuple, et de gouverner dans la transparence, dans la probité, dans l'amour de son prochain. Quand on le fait, après la gouvernance, on devient roi, on devient adulé, on reste dans l'histoire. Mais quand on gouverne dans la brimade, on gouverne dans l'intolérance, on gouverne dans le crime, ce crime-là, ces actes-là te suivent jusqu'à dans la tombe, ça te suit. Et ça suit tous tes enfants. C'est extrêmement important. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que est-ce que les autorités ivoiriennes vont favoriser l'envoi de Karim Keïta au Mali? On sait par exemple, dans le dossier Faso contre l'ancien président Blaise Compaoré, il y a eu une fin de non-recevoir, puisque la Côte d'Ivoire
avait argué de ce que Blaise Compaoré était citoyen ivoirien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut supposer qu'on ira vers un scénario pareil, ou bien, bon, je me fais juste des films, je donne le coup-sous. Non, moi je pense que le président ivoirien, on a contesté, ça vous le savez, sa nationalité pendant longtemps. Donc, qu'il y ait une collusion entre lui, entre Blaise Compaoré et lui, c'est une évidence. Mais, et lui-même, aujourd'hui, il a condamné un de ses alter ego et à la prison à perpétuité. Ben, il ne va pas purger la peine à l'extérieur. Il a émis aussi un mandat d'arrêt. Tout à fait. Vous le parlez de Guillaume Soro. Oui. Alors, donc, si lui-même, il trouve le moyen facile d'émettre ou de faire émettre par la justice de son pays un mandat international, il doit avoir quand même la réciprocité. Il ne va pas conférer la nationalité ivoirienne à tous les délinquants. Hein? À tous les délinquants. Alors, donc, moi, je pense que dans l'amour de l'Afrique même, mais il doit pouvoir aider le Mali à élucider cette affaire-là. Et si l'autre, il croit, et comme l'a dit De Gaulle, le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Donc, c'est De Gaulle qui l'a dit. Il a été colon, mais il a quand même parfois des idées qu'il faut exploiter. Alors, donc moi, je pense que le président ivoirien n'a rien à voir avec la justice. Le type, il n'est pas condamné par contumace. On a dit, viens devant la justice. Bon, il n'a qu'à aller répondre. Hein? Et puis bon, s'ils ont des liens familiaux et il a violé ces liens-là, mais malheur va le suivre. Et puis, je voudrais revenir sur quelque chose. Il faut qu'on fasse la nuance. Nous aimons beaucoup la presse. C'est grâce à la presse que nous parlons ici aujourd'hui. Mais il faut faire la différence entre la presse de service et la presse patriotique. Parce que il y a on n'a pas fermé toutes les stations de radio. Mais pourquoi c'est Soleil FM qui a été brouillé pendant longtemps? J'ai fait un débat ici avec un ancien directeur général de l'ORTB, et j'ai dit que si c'est la radio nationale ou bien c'est la télévision nationale qui était brouillée ou embrouillée là, mais on aurait déjà détecté. Mais ici, c'est resté impuni parce que on a dans le viseur un homme qui est derrière cette affaire-là. C'est pour cela que quand vous parlez des journaux, moi, j'étais abonné personnellement à un certain nombre de journaux, mais quand ils ont changé de ligne politique, je me suis retiré. Alors, quand vous voyez aujourd'hui Vincent Folly, il a des travailleurs, des journalistes sous le bras. Mais pourquoi on a fermé ça? Parce qu'il ne veut pas rentrer dans l'ordre mafieux. Donc, moi, je crois que la presse, on en a besoin, mais faisons attention, faisons le distinguo entre la presse du pouvoir ou la presse qui est animée par les finances obscures et la presse qui fait honnêtement son travail de façon indépendante. Alors, Lamine Cissé, je vais forcément vous poser la même question. On sait qu'il y a le dossier Blaise Compaoré qui est là. On sait que la Côte d'Ivoire a clairement fait obstruction à ce dossier-là. Est-ce que, selon vous, le fait que Karim Keïta soit à Abidjan est une bonne nouvelle pour la justice malienne? On ne peut même pas comparaître. Parce que le dossier Blaise Compaoré, ce n'est même pas la justice ivoirienne qui a fait obstruction. Hein. C'est les faits, c'est les causes qui ont fait l'obstruction. Ce dossier-là, il faut l'analyser sous 3 angles. Le premier angle est que les implications dans ce dossier-là, c'est le président Thomas Sankara qui a été assassiné. Quels sont les acteurs et quels sont les commanditaires?
vous allez trouver du côté de la France et de la Côte d'Ivoire forcément. La Côte d'Ivoire... Du Togo. Bon, la Côte d'Ivoire, où se trouve aujourd'hui Blaise Compaoré, est-ce qu'en livrant Blaise Compaoré, on n'est pas en train de livrer la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'en livrant Blaise Compaoré, on n'est pas en train de livrer la France? La France dit qu'il va déclassifier. On attend la déclassification. Ça a été fait. Voilà, mais quels sont les éléments de cette déclassification? Ils n'ont qu'à nous mettre à nu ce qui se passe, parce que la France sait le rôle qu'il a joué fondamentalement dans cet assassinat. Ça, c'est un. Deuxièmement, Blaise Compaoré lui-même a gouverné presque pendant 30 ans un pays. Il a eu des ancrages sociopolitiques et économiques. Est-ce que Blaise Compaoré, en tant qu'acteur du jeu politique, n'est pas un facteur d'instabilité ou de stabilité? Est-ce qu'en extradant Blaise Compaoré comme un vulgaire individu au Burkina Faso, ça ne va pas plonger le Burkina Faso dans une spirale de violence, d'autant plus que la situation du Burkina Faso n'est pas favorable aujourd'hui. Les djihadistes sont en train de faire un ravage terrible. Est-ce que la priorité n'est pas à cela aujourd'hui? De créer une stabilité. Nous avons vu sur ce plateau-là, on s'est dit que Blaise Compaoré doit être un acteur de la paix, un acteur de recherche de solutions pour la paix. Excusez-moi. Pour la paix au Burkina Faso. Ça, c'est un autre facteur. Un troisième facteur est que Blaise Compaoré accusé, on va monter jusqu'à la présidence. Parce que toutes les personnes... Oui, mais évidemment, quand vous travaillez avec, on dit qu'il y a un assassin qui a assassiné, pendant presque 20 ans, vous avez profité des faveurs, etc. Est-ce que le blocage même n'est pas du Burkina Faso? Il y a des gens qui ne veulent pas que ce dossier-là soit levé. Et ils sont dans le gouvernement, ils sont autour de Blaise Compaoré et de Kaboré, etc. Donc c'est multidimensionnel, multiforme. Il y a tout un embrigalio. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas la Côte d'Ivoire qui obstrue. C'est les faits et les effets, les causes qui sont les facteurs de blocage de ce dossier-là. Mais quelle que soit la situation, je pense que ce dossier-là, si les conditions sont favorables, si le gouvernement Kaboré sait jouer le jeu, mettre à l'aise Blaise Compaoré, je crois que c'est Blaise Compaoré même qui va se rendre pour dire je viens, pour qu'on élucide ce dossier-là. S'il n'a rien sur la conscience. Oui, mais je crois que ce dossier-là, l'élucider là, c'est très bien. Parce que c'est toute une équipe, c'est toute une armada. C'est pourquoi j'ai dit, lui, il faut pas personnifier ce dossier-là. Hein. Il faut le globaliser. C'est dans un contexte géopolitique. Il faut le globaliser. Quand on le globalise, Blaise Compaoré a été un pion qui a été utilisé. Mais il y a des commanditaires qui vont sortir à l'intérieur du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Donc ce dossier-là, elle est très chaude. Il est très chaud au moins, ce dossier-là. Alors, raison pour laquelle on ne peut pas comparaître avec le cas de Karim Keïta. Karim Keïta qui, bon, pour l'extrader, ça ne coûte rien à Alassane Ouattara. Pour l'envoyer, pour dire qu'il faut que justice soit faite. Mais le gouvernement peut poser des préalables. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui est que, avant d'envoyer quelqu'un sur un terrain, il faut s'assurer d'abord, est-ce que ce terrain-là, cette justice-là, d'abord, est indépendante? Est-ce que ce terrain-là est neutre? Est-ce que c'est pas aller le sacrifier? Est-ce à la justice ivoirienne de prendre ce type de garantie-là? Est-ce qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne est aussi crédible, selon vous? Oh non, moi, c'est-à-dire que nos justices, d'une manière globale, c'est pourquoi, si tu veux enlever un homme dans un pays où on dit justice n'est pas crédible, il ne faut pas l'envoyer dans un pays où on dit la justice n'est pas crédible. Non, mais c'est ça. Donc, il y a un problème. Non, il y a un risque. Il vaut mieux aller à la CPI. La vérité, quand on suit votre analyse, c'est qu'il y a un risque. Je suis en train de dire... Puisque nulle part, ce n'est bien. Oui. Mais je parle seulement du point de vue droit. Oui. Du point de vue droit. Avant d'envoyer d'extrader quelqu'un... S'ils ne pourront pas faire confiance à notre propre justice, alors
envoyez-les à la CPI. Ouais, a priori. Non, je suis en train de dire, bon, le CPI, c'est pas un crime contre l'humanité. Mais c'est que non, c'est un crime de sang, c'est un crime. Oui, mais c'est pas contre l'humanité. Mais il n'y a pas que Blaise Compaoré et Sankara, Thomas Sol. Il y a eu des gens qu'on a assassinés. Non, pour Blaise, ce dossier-là, ça doit être élucidé. Parce que il faut. Cette conscience africaine, nous devons comprendre ce qui se passe. Nous devons comprendre le rôle que tous ceux qui sont dans les coulisses là. C'est Blaise Compaoré qui peut élucider cela. Parce que Blaise Compaoré à la barre, il y aura un déballage qui va être terrible. Ok? Bon, je crois que ça c'est important. Nous avons besoin de ça. Mais c'est pourquoi je dis le timing. Nous ne sommes pas dans le timing pour ça aujourd'hui. Nous avons d'autres priorités dans le Sahel. On a d'autres priorités qu'il faut régler d'abord. Créer une stabilité et permettre à une justice sereine de faire son travail. Si par exemple, juger quelqu'un pour mettre encore plus de feu dans mon pays, je ne vais pas le juger. Je vais attendre qu'il y ait... jugé Sonko. Qui c'est? Sonko. On a voulu. Ah bon? Mais le feu s'est levé, les gens ont arrêté, non? On n'a pas dit la justice, mais ils ont compris qu'il y a une injustice. Le peuple s'est levé, c'est le peuple souverain. Mais dans le cas du Burkina Faso, on ne peut pas, c'est-à-dire que ce n'est même pas comme une mesure, ce n'est même pas les mêmes. Keïta a joué un jeu, selon sa position, selon que son papa est président, avec des commanditaires locaux qui c'est l'argent, le pouvoir de l'argent, etc. Est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui la Côte d'Ivoire va favoriser son départ vers le Mali? Non, mais je dis, si par exemple les conditions sont réunies, parce que nous sommes dans une période de transition en Côte d'Ivoire. C'est de cela, je fais appel à cela. Nous sommes dans une période de transition. Au Mali, il y a tellement de dossiers de justice au Mali qui sont encore suspendus. Pour attendre, parce qu'il y a des dossiers vraiment chauds au Mali, quand tu les soulèves tout de suite, ça va être source de tension, de conflit. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Selon vous, il faut patienter? Non, je dis, la Côte d'Ivoire peut en avoir comme argument pour dire, nous sommes prêts à l'extrader, mais allons-y après la transition. C'est vous qui lui donnez. Non, je ne donne pas. C'est vous qui lui avez donné l'argument. Vous lui avez ouvert la porte de la facilité. Non, j'ai donné le conso, allez-y. Non, je pense que... j'ai dit tout à l'heure que la transition ne fait pas bloquer la justice malienne. Et on peut être dans la transition jusqu'à en arriver à la normalité. Et puis bon, les autres vont prendre. D'abord, un problème de justice, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Ça peut faire 1 an, ça peut faire le temps que ça va faire, parce qu'il faut les investigations sérieuses. Surtout que c'est quelqu'un qui a disparu. Et on l'a soupçonné. On n'a pas dit encore qu'il est coupable. Donc, la Côte d'Ivoire doit pouvoir comprendre et faire une démarcation entre la couverture politique qu'on a offerte facilement à Blaise Compaoré, qui a changé de nationalité. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a fait la demande, ou si c'est en raison de son mariage, ou c'est pour couvrir le crime qu'il a demandé la nationalité ivoirienne. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas distribuer la nationalité ivoirienne à tout le monde. Sinon, bon, il y aura encore des contestations comme on a contesté pour le président actuel qui s'est installé envers et contre tous les Ivoiriens. Alors, donc, moi, je pense qu'il faut faire une nette démarcation entre la couverture politique qu'on a offerte à Compaoré dans des conditions floues, et aujourd'hui, la France qui fait partie des commanditaires de cet assassinat crapuleux, a déclassifié les choses. Donc, Blaise ne viendra que confirmer ce qu'il a été obligé à faire. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas de raison à dire que telle justice n'est pas propre ou telle autre est propre. Est-ce que lui-même, la Côte d'Ivoire elle-même, qui a condamné quelqu'un qui t'a hissé au pouvoir à une prison à vie, dissoudre son parti, saisir ses biens, raconter plein de trucs. Bon, est-ce que ça, c'est une justice normale, ça?
Donc, moi, la justice, ça dépend de la conscience des juges. Ça dépend de la conscience des juges. Donc, on ne peut pas excuser la Côte d'Ivoire parce qu'il aurait offert un asile. Est-ce que c'est un asile politique ou c'est un asile volontaire? Bon, moi, je ne sais pas. Personne ne sait. Ah, donc... On l'a juste retrouvé, Karim Keïta, en Côte d'Ivoire, quelques jours après donc, le putsch que son père a essuyé, qui a donc poussé le régime vers la sortie. Lamine Cissé, on vous a suivi, mais on a l'impression que visiblement, il pourrait donc y avoir des réticences de la part de la Côte d'Ivoire à envoyer Karim Keïta. Je crois que je n'ai pas été très bien compris. C'est-à-dire que j'ai nettement fait des comparaisons qui ne sont pas comparables. J'ai sorti le facteur P de stabilité sociale. J'ai dit, ça, Blaise Compaoré l'incarne pour le Burkina Faso. Donc, on ne peut pas comparer le cas Burkina Blaise Compaoré à Karim Keïta. Mais Karim Keïta porte le nom de son papa qui a été un président de la République. Karim Keïta en tant qu'individu, il n'y a rien du tout. Mais Karim Keïta en tant que fils du père un dictateur qu'on a sorti du pouvoir, qu'on a fait tomber, et il a des partisans. Pas d'excuses. Même si c'est un dictateur, mais il a des partisans. Il y a des gens qui ont voté, il a un électorat. OK? Et il a occupé de hautes fonctions avant d'être président de la République. Donc, son cas a un impact forcément dans la conscience collective malienne. Donc, il s'agit de son fils, OK, qui a été peut-être couvert au moment où il était là, on a dit ça. Donc, il y a cette implication-là. Mais aujourd'hui, s'il faut l'extrader, j'ai dit, il devait accepter lui-même au moment où on l'a accusé pour dire « je viens » pour éclairer la lanterne de la justice. Mais j'ai dit, il y a une pression parce que le journaliste Touré a de la famille et il a des relations. Mais Karim Keïta n'est pas accusé pour que ce dossier... C'est pourquoi j'ai dit, il y a des dossiers le concernant, il y a des dossiers concernant d'autres personnes qui sont des crimes économiques au Mali, qu'on n'a pas encore soulevés. Peut-être que c'est au nom de la stabilité pour le moment, puisque la priorité aujourd'hui, c'est avoir la paix au Mali, permettre une bonne transition, élire un nouveau président pour aller vers des dynamiques beaucoup plus importantes. C'est à partir de ce moment-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas ouvrir le fond des hostilités partout. Parce que la justice peut être un fond d'hostilité. La justice. Ça dépend qui on juge. Vous avez vu Jacob Zuma là? On l'a appelé pour dire tu viens, le peuple s'est levé pour aller se bouclier. Non, mais non, c'est ce que je dis, c'est partisan. Mais c'est ça, c'est-à-dire que... C'est la manipulation. Non, pas manipulation. Il faut pas parler de Jacob Zuma et dire que c'est de la manipulation. C'est un vétéran de la lutte, de la guerre. Il a sacrifié sa vie. Oui. C'est un lutteur, c'est un grand révolutionnaire. C'est-à-dire c'est un moment de la gouvernance politique où peut-être qu'il a eu des faiblesses. Mais c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour l'Afrique du Sud. Oui. Il fait partie du syndicat. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est comme toi aujourd'hui, Lokosa. Si aujourd'hui, on vient te chercher là, et que tes anciens combattants se lèvent pour dire, on ne va pas dire que non, Lokosu, c'est pour... Non, parce que dans l'histoire du Bénin, vous avez posé, vous de votre poids, vous avez une personne. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas un vulgaire Lamine Cissé qu'on vient chercher comme ça. Non. Jacob Zuma a dépassé. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il y a des dossiers au Mali qu'on ne peut pas soulever aujourd'hui. Parce qu'on les soulève, ça fera source de tension. Ça va créer de l'instabilité. Donc, ce n'est pas tous les dossiers liés à la politique qu'on déterre. Il faut le timing. Et nous sommes au Mali dans une fragilité parce que le pays est fragile. Les populations, leur préoccupation aujourd'hui, c'est de dire comment on va faire pour aller du nord au sud, comment on va faire pour gagner le quotidien. C'est ça la priorité. Donc la priorité du gouvernement qui est en place là, c'est pour dire comment on peut contrôler tout le territoire et aller vers une transition organisée, sécuriser le pays. Maintenant, si vous réveillez un dossier qui compromet cela, un dossier politique, mais c'est pas une intelligence. Parce que la loi est votée au nom du peuple. Mais une loi qui met le peuple dans l'insécurité, il faut déposer d'abord et attendre le timing. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bon, maintenant, ça peut être calculé comme ça pour
je m'excuse, pour Ibeka et pour Karim Keïta. Tu sais, quand je dis Karim, je pense à Karim Wade au Sénégal. Ça peut être pour Karim Keïta également. Je dis, il a d'autres dossiers qui ne sont pas que ce dossier-là. Maintenant, par A ou par B, il va être jugé. Moi, je suis sûr. Mais maintenant, il ne faut pas lier à cela pour dire oui, la Côte d'Ivoire, etc. Nous ne sommes pas, tu sais, nos lois en Afrique. Quand on dit la Côte d'Ivoire, on va dire Bénin, on va dire Sénégal, non, pas. Nos justices là sont des justices embourgeoisées. Vous comprenez? Quand je parle de la bourgeoisie, de l'embourgeoisement à la justice, vous comprenez des termes dont je parle en tant que révolutionnaire. Donc, nous n'avons pas souvent une justice pour le peuple. Mais au Mali, aujourd'hui, chaque jour, on est en train de juger les populations. Mais ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de télévision qui m'en parle, il n'y a rien. Parce qu'il s'agit du fils d'un président. Et ce président-là a une histoire dans le pays et il a des populations, il a des implications sociaux, culturelles et dans le pays. Il a un certain ancrage. Alors, Dieu de Lokossou, quelque part aussi, n'est-ce pas ce président-là qui devrait répondre de ce procès-là, qui porte en fait la responsabilité de ces crimes-là? Non, il a peut-être la responsabilité morale. Ben, si les indices sont concordants et on a des présomptions de crimes commis par son fils, c'est son fils qui répond. Donc, si moi je ne vois pas la chose sous l'angle de il est fils de Jacques ou de Pierre, ben, c'est parce qu'il est fils d'un président de la République qu'il assassine quelqu'un qu'on va dire qu'on ne va pas le juger? Non. Moi, je crois que tout le monde est égal devant les lois de la République. Si il ne se reprochait rien, il ne pourrait pas... Les militaires, peut-être, je ne sais pas, s'ils ont tenté de l'arrêter, dans quelles conditions il a rejoint la Côte d'Ivoire, bon, on ne sait pas. Donc, moi, j'estime que, bon, peut-être il y a les facteurs qu'il a développés, le temps, bon, mais ça n'excuse pas totalement la justice. Même si la justice est mauvaise, c'est la justice. Donc, pour le moment, voilà les justices que nous avons. Et bon, pour un oui ou un non, 20 ans. Si c'est un opposant, 20 ans. Alors, donc, où est-ce qu'on va? Et aujourd'hui, le leitmotiv, c'est le terrorisme. Vous aussi, au Sénégal, on a pris des lois qui sont contestées, et pourtant c'est voté. On a parlé de djihadisme, de ceci ou cela, alors que ces pays-là vous entourent, vous ne faites aucun effort pour les aider, pour enrayer ces comportements hautement inhumains. Et puis, bon, on prend des lois pour l'appliquer. Je ne sais pas, les djihadistes là, c'est des Sénégalais, c'est des Guinéens, ils vont venir d'où? Bon, donc tout le monde parle du terrorisme. Et c'est pourquoi il faut se méfier. Bon, moi, si demain, on arrivait à mettre la main sur moi, on a dit que je suis terroriste, vous allez dire quoi? Ça va être fortement ridicule. Ben, pourquoi je vais prendre des armes contre mon pays ou bien rentrer dans les machines? Je préfère les débasser. Si ça ne va pas, on le dit en toute responsabilité, mais rentrer dans des complots ou supposés terroristes, et c'est ces derniers temps que moi, la subversion, on n'en parle point. Je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui, c'est le terrorisme. Les journalistes aussi sont des terroristes. Alors, la Tissé, par rapport à ce dossier-là, est-ce que l'ancien président Ibeka porte aussi quelque part cette responsabilité-là? Non, tu sais, les présidents sont protégés sauf au cas de haute trahison. Ils sont protégés, on dit qu'ils ne sont pas responsables des actes au cours de leur mandat. Ils sont protégés. La loi a pris... il y a certes suffisamment de dispositions de la loi qui les protège, mais sauf cas de haute trahison. Mais le crime est personnel.
si tu prends quelqu'un, tu le tues, que ce soit le président, c'est pas son problème, c'est toi qu'on doit condamner, je crois. Alors, c'est comme il vient de le dire, je veux le rejoindre. Il y a des lois fourre-tout. C'est pour... Même quand tu dis, attention, le pays est en danger, on peut te taxer de terrorisme. Particulièrement au Sénégal, cette loi-là, si c'est promulgué, c'est que c'est la loi-là qui va amener de la tension populaire au Sénégal. S'il promulgue ça, là, il y aura une révolution populaire au Sénégal. C'est-à-dire que quand le peuple est éveillé, la conscience est en évolution et qu'il est au pied du mur, il ne faut pas prendre des lois pour le restreindre davantage. Tu le pousses à la révolution. C'est-à-dire que nos chefs d'État, c'est comme si... C'est-à-dire que ils sont pas... C'est comme s'ils ne sont pas dans ce monde-là. C'est des extraterrestres. Ils ne comprennent pas les populations. Ils ne comprennent pas leur population. Vous savez, quand tu vois dans un pays où il y a le calme plat et que le gouvernement frappe, il frappe, il n'y a rien, il frappe. Le jour où le soulèvement va se faire, lui-même, ça va le surprendre. Dans son palais, là, il va se réveiller et trouver que c'est gâté. Alors que c'est lui qui a gâté. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas soumettre le peuple tout le temps. On peut le soumettre. Le peuple a un seuil de tolérance. Quand il arrive à cela, il préfère mourir que de vivre les conditions inhumaines dans lesquelles on est en train de le plonger. C'est ça, c'est-à-dire que nos pays, les pays sont des pays instables. Nous sommes en danger. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent les armes, qui vont vers les djihadistes. C'est pas de leur faute. Parce qu'ils préféreraient mourir autrement, ou bien vivre autrement, que de subir les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Et ces conditions de vie-là, les 90%, c'est les gouvernants qui mettent les populations dans ces conditions de vie-là. C'est extrêmement dangereux, hein? C'est extrêmement... Vous pensez que quelqu'un qui quitte chez lui, qui se met à marcher dans un désert et à mourir il préfère mourir dans le désert. Si on le ramène, il dit qu'il préfère aller mourir dans la mer que de vivre les conditions. Il y a des gens, en partant, on dit tu vas mourir. Il dit non, je préfère mourir dans l'eau. Les poissons me mangent. Alors, moi, je le dis à ces personnes-là, mourrez chez vous, battez-vous. Mourrez en changeant en héros. Mourrez en martyr chez vous que d'aller mourir en mer. Battez-vous pour que les générations, vos enfants, les autres qui viennent puissent bénéficier de cette paix, de cette stabilité socio-culturelle et politique dans votre pays, de cette gouvernance équitable. On ne peut pas dire que tout le monde a la même chance. Celui qui travaille de plus n'a qu'à gagner plus, mais qu'on mette la chance à la disposition de tout le monde. Quand on dit « Ah, vous partez », celui qui court le mieux n'a qu'à partir. Mais en partant là, il faut penser à ceux qui n'ont pas la force de trop courir pour les ramener vers un seuil social beaucoup plus tolérable. Nous sommes dans des pays où l'iniquité, l'inégalité est criarde. Il y a des gens qui mettent des milliards par jour. Et les milliards là, c'est les populations qui travaillent, vous le savez, vous êtes un travailleur. C'est les populations qui créent la richesse. Vous privez ces populations de cette richesse-là, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Quand ils sont malades, ils ne pourront pas se soigner. Quand tu manges le gari le matin, c'est jusqu'au lendemain matin que tu manges le gari. Ces peuples-là qui souffrent, vous les amenez vers une révolution. C'est pourquoi je dis, nous sommes en train d'alerter. C'est extrêmement important. On a besoin d'avoir une Afrique de l'Ouest, une Afrique de paix, de concorde sociale. On a toutes les richesses pour vivre notre paradis terrestre-là. Ils sont en train de transformer ce paradis terrestre-là en un enfer. C'est ça qui nous fait crier. C'est ce qui nous fait tout le temps en train de parler. Et c'est extrêmement important. Ce que vous faites là, c'est une action. C'est une action parce que la meilleure façon de changer les mentalités, c'est atteindre le cœur des masses. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, dans le Kossou, l'actualité au Mali aussi, c'est donc ce revirement, on va le dire. La décision de la France donc de suspendre son partenariat militaire avec Bamako, c'est désormais passé. On reprend. C'est vrai que cela ne s'était jamais vraiment arrêté. Bon, le criminel revient toujours sur les lieux du crime, dit-on. Donc la France a ses intérêts. La France n'a pas d'amis. Donc c'est les intérêts. Donc on ne peut pas prendre une décision en moins de 2 mois. On revient en arrière. Mais c'est comme... Si c'est un Africain qui fait ça, on peut encore dire qu'ils ne sont pas conséquents. Donc moi, je n'ai pas compris ce revirement à 180 degrés.
Et il faut se rapprocher de Macron. Peut-être il vient vendredi pour le G5, non, G Sahel. La ministre française des Armées a dit dans le communiqué que c'était parce que il y avait eu des discussions avec les autorités de la transition qui ont donné des garanties. Les autorités illégales, là, bon, dont on n'a pas voulu, bon, mais ça s'impose. C'est la volonté populaire. Si Goïta, le colonel, était si impopulaire, vous allez voir des manifestations. Au contraire, nous avons vu que quand la France a dit qu'elle ne coopère plus militairement avec Chola, il y a des populations qui se sont soulevées pour dire la France n'a qu'à partir. Donc, mais le Mali, c'est un gros morceau. C'est la viande est là, on ne peut pas lâcher. Maintenant, je voudrais demander à M. Cissé, avec votre permission, mais si le président Macky Sall, que moi je trouve quand même assez socialement assez bon, parce que moi j'étais parti à une conférence, à un congrès du syndicat au Sénégal, il est venu nous délivrer un message. J'étais très réconforté. Et lui, par rapport au vieux Ouad, que j'ai rencontré aussi à Ouaga, et bon, il y a trop de bavardage. Donc, moi, je suis un peu surpris par rapport au comportement des Sénégalais vis-à-vis du président. Est-ce que c'est un dictateur? C'est un dictateur par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, son discours, c'est ce qu'il a fait durant toute sa campagne. Hein. Tous les discours, ce qu'il a dit, les bonnes paroles, ce qu'il a promis, qui a fait que les gens ont couru vers lui, il n'a appliqué aucun de ses engagements. Aucun. C'est-à-dire qu'il est devenu une personne méconnaissable. Vous savez, le Sénégalais ne se lève pas comme ça contre une personne. Tu sais, un bon président, il est aimé par son peuple, il est adulé. Macky Sall, la loi qui est appliquée ici, là, parrainage pour éliminer les gens, là, il a appris la leçon chez Macky Sall. Donc toi, tu es en train de tirer sur ton président, là, tu dis Macky Sall est bon, son maître, c'est Macky Sall. C'est le président Macky Sall qui est le maître du président, là. Parrainage, là, éliminer les gens, là, les adversaires politiques, là, c'est Macky Sall qui a ne va pas se perpétuer. Il a bunkerisé l'Assemblée nationale pour ne pas que les gens manifestent. C'est ça, c'est ce que je te dis. Nous, c'est ça qui se passe dans la sous-région. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Au Sénégal, nous n'avons pas une démocratie depuis que Abdoulaye Wade est parti. Abdoulaye Wade agit, il a mené des actions contre la libération de l'Afrique. Et vous le savez, ses positions sur le plan international, il les pratique chez lui. C'est le meilleur des présidents depuis l'indépendance. Les populations continuent C'est le meilleur des présidents. Les populations sénégalaises continuent tout au moins de manifester. Ce n'est pas encore interdit sous d'autres cieux. C'est le cas. On va considérer que c'est votre mot de fin. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, il y avait le Kossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Messieurs, merci d'avoir été là pour ce plateau débat sur le Mali. Mais on a bien évidemment abordé quelques autres pays de la sous-région qui, semble-t-il, selon nos invités du jour, vivent des situations similaires. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour le numéro de votre émission.